Alors Homeland, c'est un film que j'ai fait en 2004, que j'ai tourné au Rwanda au moment du 10e anniversaire du génocide. À cette époque, c'était encore très frais et effectivement, je me posais encore beaucoup de questions sur à la fois la fatalité de la violence, la cruauté, le côté répétitif de la violence au Rwanda. Et je venais en fait de faire un travail universitaire avec Jean-Pierre Chrétien. J'avais fait beaucoup de recherches d'archives, aussi bien en France, en Belgique, en Allemagne et au Rwanda. Et j'avais envie de questionner à la fois des savoirs qui me venaient de ma recherche universitaire, mais également des choses qui me venaient de mon savoir sur le Rwanda et de ce que mes parents m'avaient appris. Donc voilà, donc ça a donné Homeland. C'est à la fois, je pense, votre histoire personnelle et l'histoire avec un grand H du Rwanda. Oui, c'est vrai que moi, dans ma démarche cinématographique, ce qui m'intéresse, c'est de toujours questionner tout l'aspect personnel, intime et émotionnel lié à un événement. Et c'est vrai que du coup, je trouve ça très intéressant de questionner à la fois mon histoire personnelle, celle de mes parents, donc celle de ma génération, et une histoire plus ancienne, à la fois celle de la génération de mes parents, puisque j'ai interrogé des gens de leur génération, mais également une histoire encore plus ancienne que l'on trouvait dans les archives. Pour un devoir de mémoire peut-être par rapport au génocide. Oui, il y a à la fois du devoir de mémoire, mais il y a... aux prochaines générations aussi. Oui, en fait, c'est à la fois... ce que je questionne, c'est des choses qui sont liées à la fois à la mémoire, à l'histoire, mais aussi au mythe. C'est-à-dire à l'idée qu'on se fait du Rwanda, à la mythologie liée au Rwanda. Donc, dans les images d'archives, je questionnais tout ce qui concernait les mythes amitiques, l'ethnicité rwandaise, ces fameuses ethnies Hutu, Tutsi, Twa, voilà, qui sont à l'origine de ces groupes, enfin à l'origine du génocide, hein, voilà. Et enfin une des parties à l'origine du génocide, et quelles sont leurs réalités, sachant que les Rwandais parlent la même langue, enfin nous parlons tous la même langue, nous avons une culture commune. Donc c'était intéressant pour moi de questionner ces mythes et de les questionner à travers les images qui ont été faites, comment cela a été mis en place aussi pour pouvoir le déconstruire. Voilà, donc c'était effectivement, disons que devoir de mémoire, le terme devoir en fait me parle beaucoup moins. Pour la mémoire, oui, certainement. Moi, je ne me sens pas particulièrement d'obligation, mais par contre, en tant qu'auteure rwandaise, bon, je trouve que c'est très important d'avoir une position là-dessus, d'avoir une position sur à la fois l'histoire rwandaise, sur la mémoire rwandaise, sur l'art, la création, et qu'est-ce qu'on fait de cet événement traumatique qu'est le génocide, comment on en parle. Comment aussi recréer le lien social, j'imagine, entre... Bien sûr, comment recréer le lien social. Enfin, c'est beaucoup plus en fait le thème du projet sur lequel je travaille aujourd'hui. Mais c'est vrai que à l'époque, c'était pour moi un film qui questionnait le passé, qui déconstruisait le passé, qui travaillait cette matière, qui déconstruisait pour pouvoir mieux offrir des entrées diverses aux diverses personnes qui pouvaient aborder le film. Donc le film parle d'école, parle de lien social effectivement, parle de cruauté, parle de religion, parle de violence récurrente, et à chaque fois j'interroge des personnes et de ma génération et de la génération de mes parents et l'histoire via les archives pour pouvoir en fait permettre une analyse un petit peu, dans la mesure du possible, mais c'est un petit peu impossible. Non, c'est pas évident de faire une analyse objective, mais je pense que ce qui était important pour moi, c'était d'avoir quelque chose, un film qui pose aussi la question de comment la création cinématographique se positionne par rapport à cet événement. Et dans ce sens, j'ai voulu effectivement avoir une cinématographie assez forte,
avec l'usage du Super 8, l'usage donc à l'époque de la DVCAM, les archives, différents supports, différentes textures, avec une musique qui est très présente, qui représente un peu ce que moi j'écoutais à l'époque, avec des différents lieux, mais en tout cas de construire un film qui ne se fasse pas écraser par l'énormité de l'événement, mais qui ait aussi un positionnement créatif très fort. Donc c'était un petit peu ma position à ce moment-là, et voilà. Actuellement aussi. Eh bien, c'est une bonne question parce que je m'en souviens pas vraiment. Je pense que quand j'ai fait Homeland, j'étais un petit peu sur un nuage, sur une énergie, sur une lancée. Et je me souviens qu'au moment de tourner, en fait, je sortais donc de cette recherche universitaire, j'ai écrit le projet, j'ai eu une aide à l'écriture du CNC. Effectivement, après, c'était un peu compliqué de monter budgétairement le projet, mais bon, en fait, moi, je pense qu'il y a des projets pour lesquels, quand on veut les faire, on trouve toujours le moyen de les faire. Donc c'était dans cette optique-là, et je suis partie avec un chef opérateur, Jean-Marc Ouvrier-Buffet, qui était un ami. On est arrivé au Rwanda, on a habité chez ma mère, et puis on s'est donné le temps de tourner, parce que c'était ça aussi le vrai luxe, c'est d'avoir le temps. On a pris un ingénieur son rwandais, et puis on s'est donné le temps de rencontrer les gens. Je me souviens vraiment d'une période où on allait vers les gens. Enfin, j'avais déjà fait beaucoup de repérage, hein. Avant, je les connaissais, je les avais rencontrés, et on allait vers les gens et ils nous attendaient, et on prenait le temps de les voir, on déjeunait avec eux après, on restait en de très longues interviews, on restait vraiment avec eux. Et je me souviens d'un moment, d'un tournage qui s'est passé. Je n'ai absolument aucun souvenir de difficulté sur le tournage. Par contre, c'est vrai qu'après, sur le montage... Peut-être aussi à niveau des recherches des archives, parce que j'imagine qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup. En fait, c'est très simple, hein. Moi, à l'époque, je suis allée... j'ai cherché, en fait, tous les fonds d'archives qui existaient sur le Rwanda. Il n'y en a pas énormément, donc j'ai commencé par le Rwanda, bien sûr. Ensuite, la Belgique, vu les liens qui sont ceux de la Belgique avec le Rwanda, puis l'Allemagne, qui a aussi des liens, la France, donc l'INA. Voilà. Via la Belgique, j'ai trouvé le fonds des Pères Blancs à Rome, qui venait de déménager à Rome. Et puis voilà, donc il y avait aussi des fonds à Londres, mais en fait, c'était pas quantitativement si important que ça à la BBC. Surtout que moi, je cherchais des fonds anciens. Il y a beaucoup de choses maintenant, à partir de 90, il y a beaucoup de choses, ou 94 bien sûr, mais en fait avant, il n'y avait pas tant de choses que ça, et surtout j'avais déjà fait cette recherche-là au moment où je faisais mon mémoire avec Jean-Pierre Chrétien, parce que c'était un mémoire sur les images cinématographiques, télévisuelles et photographiques sur le Rwanda. Donc j'avais déjà fait cette recherche-là, donc je savais où trouver ces images. Et en fait, après, il a juste fallu demander l'autorisation de les utiliser. Et c'est vrai que là, ce que je vous dis sur le fait que quand on a une certaine énergie pour faire un projet, le projet se fait, c'est que les fonds d'archives ont été extrêmement ouverts pour que je vienne utiliser leurs images. Voilà, j'ai eu accès à beaucoup de choses. Je me souviens qu'à l'époque, Tervuren avait eu un problème parce que les archives photographiques avaient été abîmées par quelqu'un qui était venu faire des recherches sur les daguerréotypes. Et ben voilà, moi, ils m'ont quand même permis d'y avoir accès. Voilà, les choses se sont vraiment passées. Voilà, s'il s'agissait d'appeler les gens, de caler les rendez-vous, de les voir. Voilà. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que... Oui, c'était assez fluide. Je me souviens par contre que sur le montage était très long, parce qu'on avait vraiment beaucoup de matière, et donc j'ai monté le film, et je me souviens que c'était... en fait, je pleurais sur Final Cut, j'étais sur mon écran, toutes ces histoires, enfin bon, j'en souris, hein, mais parce que c'est un peu l'image, c'est mon image en train de déverser des larmes sur Final Cut, quoi. Mais sur l'écran, sur le tableau, je m'arrête, enfin, mais c'est vrai que, parce que les histoires sont dramatiques, et c'est vrai que bon, moi j'ai fait aussi le film parce que j'ai perdu mon père.
Et j'ai reconstitué, enfin j'ai perdu mon père, il a été enlevé, on n'a toujours pas retrouvé son corps aujourd'hui. Et j'ai reconstitué la scène d'enlèvement en Super 8. En fait, vous savez, quand on filme, je sais ça maintenant des chefs-op avec lesquels je travaille, quand on est arrivé à son projet, qu'on a une caméra en main, qu'on est en train de faire les choses, on fait sa mise en scène et il y a un côté très... voilà, il y a un travail en train de se faire, une création en train de se faire. Et je l'ai fait, et c'est vrai que je me souviens que les gens avec qui je travaillais me disaient « Oh là là, ça va être dur et tout », mais il y a une justesse de la situation à monter. Enfin, c'est un peu bizarre, hein, c'est un peu bizarre, mais il y a effectivement une dissociation qui se passe, et où on est en train de faire un film, donc on est en train de mettre en scène un événement qui a été difficile, et en même temps, l'idée c'est de poser aussi un regard sur cet événement. Et c'est un petit peu ce qui se passe effectivement quand voilà, c'est un film qui est né du questionnement, qui est né du génocide, hein, voilà. Et effectivement, en posant un regard là-dessus, il y a c'est difficile à exprimer, hein, mais il y a une distanciation qui se fait. Il y a une reprise en main en fait des événements. C'est-à-dire que le génocide, c'est une... je me souviens que au moment où ça s'est passé, moi j'étais à Paris, et puis j'ai passé mes examens en juin, j'étais en lien avec mes parents jusqu'à mai. Ensuite, il a fallu être très fort, dur, je sais pas, enfin froid, enfin en tout cas annihiler les émotions pour passer les examens. Et ce que j'ai fait, et ensuite je suis allée à la frontière ougandaise, rwandaise, où j'avais une tante qui était aussi allée là-bas. Et voilà, donc là j'ai appris ce qui se passait, j'ai reçu une lettre de ma mère est ensuite venue me voir. Et c'est vrai que je me souviens que c'était un énorme sentiment d'impuissance, quoi. Comment arrêter ça, que faire, voilà. Et c'est vrai qu'après, quand on fait un film là-dessus, c'est une reprise en main des événements. C'est de prendre les choses en main et faire ce qu'on peut faire, ce qu'on sait faire, en l'occurrence, pour moi, la création, faire des films, et manipuler cette matière, cette souffrance brute, la manipuler et en faire quelque chose, et en même temps la transcender pour en faire quelque chose à la fois de poétique, de beau, de recevable par d'autres, une matière reconstruite et donc mise en forme, et donc sur laquelle on a une mainmise. Voilà. Vous me parlez de l'importance de la musique. Vous aviez travaillé avec qui ? Alors j'ai travaillé avec Patrick Marie-Magdeleine. Patrick travaille aujourd'hui avec Manu Dibango. C'est un musicien guyanais qui a beaucoup travaillé avec des musiciens africains. Et parce qu'il est né à Reims, il a aussi beaucoup fait de musique rock, voilà. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi j'écoutais beaucoup, j'écoutais beaucoup Pink Floyd en fait, Wish You Were Here. Et ça m'amenait ailleurs, ça me permettait voilà, émotionnellement, ça me liait beaucoup au manque. Et voilà, donc je lui ai demandé de composer quelque chose qui soit inspiré de ça, donc des guitares, parce que moi j'aime beaucoup les guitares. Il a vu d'abord les images, ou alors il a composé et vous avez... Non, il a vu, en fait il a composé quasiment en live sur la musique, sur les images, et en fait je me souviens que je lui avais dit que j'écoutais ça, voilà, moi je lui disais, moi j'aime beaucoup la guitare, donc j'ai les guitares congolaises, les guitares rock, les guitares latines, voilà, et je lui avais dit qu'effectivement ça m'intéressait, et à la fois d'avoir une guitare qui exprime à la fois des larmes, une guitare qui soit plus dynamique, une guitare qui soit plus décidée, donc plus rock'n'roll, enfin une énergie assez active. Et en fait il m'a composé une musique, je sais qu'il l'a jouée seul, il l'a composée seul, il l'a jouée seul, et en fait ça collait très bien aux images. Après les gens m'ont beaucoup posé des questions
sur le choix musical que j'avais fait, parce qu'on pouvait s'attendre à de la musique rwandaise. J'ai fait jouer une chanteuse, Marie-Jeanne Mukamuranga, qui m'a chanté des berceuses, parce que ça correspondait aussi à un moment. Je me souviens que la première fois que je suis retournée au Rwanda après le génocide, donc toujours de l'Ouganda, c'était, je crois que c'était 2 ans après, en 96. J'avais pris un bus d'Ouganda. Et en fait, quand on est arrivé, en Ouganda, il y avait beaucoup d'activités, des gens qui vendaient des brochettes, et ainsi de suite. Et quand on est arrivé au Rwanda, bah, tout était calme. Il y avait un pays fantôme. Voilà, un pays fantôme. Et c'était assez sombre. Et à un moment, on est tombé en panne. Et tout le monde a flippé. J'ai flippé. Et on avait vu, on avait croisé des gens qui avaient le regard vide, qui étaient, enfin c'était une incroyable ambiance. Et il y a une femme qui s'est mise à chanter une berceuse. Enfin bon, ça. Le contraste. C'était très très fort. Ça me... Mais bon, c'est. Non, mais ça va. C'est toujours, c'est plein d'émotions tout ça. Hein, c'est plein d'émotions, mais en tout cas, je me souviens de ce moment. Et donc j'ai fait chanter cette femme, elle m'a chanté des berceuses et on l'a enregistrée et on l'a utilisée dans le film pour un moment particulier. Voilà, et à part ça, c'était toujours de la musique, de la guitare. Bah, en fait, ce qui est intéressant dans le fait de... Ça dépend vraiment de la définition que vous donnez hein, à indépendant. C'est vrai que moi, dans ma vision, le cinéma, c'est avant tout un cinéma avec un point de vue fort, un point de vue d'auteur. Mais c'est vrai que ça ne se coupe pas forcément d'un aspect assez commercial du cinéma. C'est vrai que les auteurs que j'aime beaucoup, enfin j'aime beaucoup le cinéma américain des années 70, voilà, qui a donné des auteurs assez incroyables. Enfin je sais pas, Peter Fonda pour Easy Rider, c'est génial. Voilà, Bullitt, c'est splendide. Voilà, enfin Coppola, démarré très indépendant. Mais ils font en même temps une vision très forte en matière d'auteur. Et c'est en ça qu'en fait le cinéma indépendant a une proposition très forte par rapport à un cinéma qui serait beaucoup plus calibré par les lois du marché, par le marketing, par ce que veut le public. Voilà, parce que je pense que le cinéma, c'est entre guillemets une économie de l'offre. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'on a envie de voir tel film jusqu'au moment où on le voit et on se dit, mais c'est ça. Une éternelle répétition de ce qui marche. Voilà. Et c'est vrai que dans ce sens... eh bien, la création, hein, ce qu'on propose, et en ça, le cinéma ne se différencie pas d'un tableau, d'un livre ou d'une musique. Effectivement, c'est une justesse émotionnelle qu'on apporte, une vision particulière qu'on apporte. Et c'est en ça que le cinéma indépendant amène quelque chose de fondamentalement différent par rapport au cinéma commercial. Voilà. Merci beaucoup.